Bonjour à tous, quel regard sur notre société antillo-guyanaise? Que donnons-nous à voir de ce que nous sommes? Comment transformer ce qui doit l'être dans notre fonctionnement? Harry Broussillon, sociologue guadeloupéen, est l'invité de Franc-Parler. Harry Broussillon, bonjour. Bonjour. Sociologue guadeloupéen, connu, spécialiste des relations sociales. Vous venez de commettre le deuxième tome de votre ouvrage, Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la négatitude au travail. C'est un discours de vérité? C'est un discours de vérité, oui, toujours. Je pense que c'est le rôle de la sociologie d'essayer de révéler ce qui n'est pas forcément à la surface, ce qui ne relève pas du phénomène, mais ce qui relève de l'essence des choses. Donc il s'agit d'aller au plus près de la vérité, en sachant que la vérité elle-même elle est relative, puisque moi qui examine la société, je ne suis pas auteur de présupposés, je ne suis pas auteur de préjugés, je ne suis pas auteur d'idées reçues. Et il s'agit, pour le sociologue, de se doter d'outils qui lui permettent justement de prendre de la distance par rapport à ce qu'il pourrait y avoir en lui en tant que présupposé. Donc c'est ce que je me suis efforcé de faire dans un langage simple, simple, disons, pas empoulé du tout, essayer de ne pas utiliser de termes savants, et essayant surtout de me faire accompagner dans toute la rédaction par des littérateurs, des écrivains, des poètes, Marc Jeanne, Sonny Rupert, Zobel, Ernest Pépin, etc., qui accompagnent la réflexion que je mène sur le rapport au travail. Vous n'avez pas fait que poser des hypothèses, vous avez été plus loin. Oui, c'est-à-dire, en fait, ce deuxième tome, disons, est la suite d'un premier qui existait. Et le premier s'attachait surtout à rappeler ce que l'on dit de nous. Ce que l'on dit de nous, de notre rapport au travail, et singulièrement la question de la fainéantise, de la paresse au travail. Donc il s'agissait de voir dans le premier tome, disons, quelles sont ces paroles, disons, le discours qui est tenu sur nous. Peut-être seulement ça. Le deuxième tome, maintenant, vient pour expliquer, pour s'interroger, pour dire est-ce que ce que l'on dit de nous, ce n'est pas effectivement ce que nous donnons à voir, ce que nous avons toujours donné à voir. Alors que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans le domaine de la pêche, dans les administrations, notre rapport aux conflits sociaux, tout cela, disons, est toujours articulé, toujours corrélé avec notre représentation du travail et notre rapport au travail. Donc c'est ça le deuxième tome, en fait. Le troisième tome va s'attacher à dire si c'est ce que l'on dit de nous et si c'est ce que nous donnons à voir réellement, eh bien d'où ça nous vient. C'est fondé sur quoi? Et là, disons, c'est l'approche davantage socio-historique, disons, qui va pouvoir, disons, explorer tout ça. Et enfin, et c'est là l'objectif final, puisque le questionnement de départ, la préoccupation de départ, c'est comment pouvoir manager les équipes de travail au niveau de la Guadeloupe. C'est cette question-là sur laquelle j'ai été interpellé, que ce soit dans le secteur privé où j'ai travaillé, mais plus particulièrement dans le secteur public, en milieu hospitalier. Donc il s'agit pour le quatrième tome d'essayer de dégager des clés. Ils ne vont pas ouvrir toutes les portes, mais ce sont des clés managériales pour aider les managers guadeloupéens à mieux agir en tenant compte de nos réalités socio-historiques, culturelles, etc. En disant que nous ne sommes pas des tarés, que nous ne sommes pas, disons, un peuple demeuré, mais que nous avons, disons, des qualités, des aptitudes, des prédispositions qui peuvent nous permettre d'être de vrais professionnels, d'être productifs comme tous les peuples. Et puis en écartant un peu, disons, toutes les théories interculturelles, de management interculturel qui existent et qui sont en fait au service des intérêts des multinationales qui interviennent dans tel pays ou tel autre. Nous avons, disons, quelque chose d'endogène, d'autocentré à mettre en place. Et cela implique aussi un management endogène. Endogène et autocentré. Le mot endogène, je fais très attention à son utilisation parce que parfois, les gens, disons, endogène, ça peut paraître indigène aussi. Donc je dis endogène et autocentré, mais j'utilise davantage le terme qu'on retrouvera de guidonnage Bocase. Le guidonnage Bocase, disons, me semble, disons, l'expression créolisée qui serait la plus pertinente. Et ce guidonnage Bocase, il pourrait prendre quelle forme? S'appuyer sur quelle théorie? Alors, cette théorie, alors je disais aussi que tout en les respectant,
tout en respectant les écrits de tous les sociologues, disons, ou responsables de ressources humaines qui ont pu écrire sur le management aux États-Unis, au Japon. Oui, il y a des références. Il y a beaucoup de références, tout en les respectant, les Français aussi, en les respectant, en m'inclinant bien bas, disons, pour respecter leur statut, leur rang. Je pense qu'il nous faut maintenant, disons, créer autre chose, un autre paradigme, une autre théorie qui soit celle de nous. Commencer à nous regarder nous-mêmes. Comme disait Césaire, accommodez-vous de moi, je ne m'accommode pas de vous. Il s'agit maintenant que je regarde moi, qu'est-ce que je peux faire. Et là, il y a, disons, des clés que je vais explorer par la suite qui vont tenir compte, je ne sais pas, de notre perception au temps, de notre perception à l'autorité, au commandement, notre rapport également à l'espace, voilà, ça dit toutes les représentations sociales que nous avons, notre rapport à la ruse, au détour, au masco, au fait décor, comme on dit, au fait décor. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants et qui doivent, disons, être intégrés dans l'approche managériale, disons, endogène et autocentrée. Et ça, ce sera vraiment, disons, le plus au 4e tome, où vraiment il y aura des préconisations qui seront faites. C'est plus compliqué lorsqu'on est manager guadeloupéen? Je ne pense pas. Vous l'avez vu venir celle-là. Non, mais j'ai été un peu sidéré. Enfin, sidéré, non, puisque, disons, c'est une question disons, qui n'est pas d'aujourd'hui. Elle se pose depuis longtemps. Je disais des écrits de 1930. Disons, où on parlait des difficultés déjà des autochtones, entre guillemets, à pouvoir diriger les siens. Non. Et puis, en milieu hospitalier, où je l'ai vécu, il y a un collège de cadres au niveau de l'hôpital qui, pendant plusieurs années, a organisé des séminaires, des rencontres, des colloques sur la question du management local, c'est-à-dire sur comment diriger les Guadeloupéens. En fait, il disait quoi? Il disait, nous, en tant que cadres hospitaliers, nous avons les mêmes difficultés que les cadres hospitaliers d'ailleurs. Nous sommes confrontés au problème de moyens. Nous sommes confrontés à la logique libérale ou néolibérale qui prévaut en milieu hospitalier. Nous avons des difficultés à soigner, comme tout le monde, mais nous avons une difficulté additionnelle. Et cette difficulté-là, c'est celle d'avoir à diriger les nôtres. Et donc voilà, on partait en réflexion là-dessus. Moi, je pense sincèrement que la difficulté, elle n'est pas supérieure, elle est autre. Elle est autre, et c'est parce que nous n'avons jamais pris le temps réel de poser les problèmes. Et comme je dis, de faire des préconisations concrètes. Des préconisations concrètes, disons, que je ne pourrais pas faire seul d'ailleurs. Parce que je pense que ce n'est pas l'affaire seulement du sociologue, c'est l'affaire de tous les travailleurs en sciences sociales, mais des RH, des gens qui travaillent sur les ressources humaines, des psychologues, des psychosociologues, des anthropologues, etc. Ce sont les sciences sociales et humaines qui doivent s'emparer de cette question-là et qui doivent faire des préconisations. Donc, bon, ceci dit, pour ma part, je ferai, disons, mes propositions à moi, mais je pense qu'il est pertinent de poser le problème. Pour répondre à la question précisément, je dis non, la difficulté, elle est autre, mais elle n'est pas d'un degré supérieur. Mais parce que souvent, nos cadres d'ici sont formés parfois à l'école, disons, française. Et on cherche à appliquer les codes, les schèmes, disons, managériaux qui ne sont pas d'ici. La question de l'autorité et du pouvoir ne peut pas se poser de la même manière ici qu'au Japon, etc. Le problème de l'estime de soi, d'ailleurs, l'ouvrage de Patricia Boisflorent l'aborde de presque de l'estime de soi, disons, ne se pose pas pareil ici qu'ailleurs. Donc il y a vraiment une réflexion, disons, particulière, singulière à poser. Et c'est ce que, disons, modestement, disons, j'essaie de faire, en essayant d'écrire et de faire ça sérieusement, sans se prendre au sérieux. Sérieusement, sans se prendre au sérieux, en disant que la vérité, elle est toujours relative. Mais faire l'apport, la contribution que je voulais faire, disons, pour l'encadrement, pour les managers de notre pays, de nos pays, puisque je parle également de la Martinique. Et de la Guyane. Cette réalité que vous décrivez ne se vérifie pas forcément chez nos jeunes diplômés, managers. C'est ce qui explique en partie leur réticence à revenir au pays? Oui, c'est ça, mais je pense aussi qu'ils sont prisonniers, disons, du discours ambiant et de ce qu'ils observent.
je dis toujours que je fais la différence entre, et le sociologue doit faire la différence entre le phénomène et l'essence, entre les causes réelles des choses et ce qui est perçu. Okay? Il y a ce qui est perçu, il y a ce qui se dit, il y a, disons, le discours que l'on tient par rapport à ça. Très souvent, on dira, mais de toute façon, voilà, depuis en cas de boîte de pain arrivé, il y a besoin d'assassiner, il ne peut pas dire. Il y a aussi le vécu de ceux qui ont tenté. Il y a le vécu de ceux qui ont tenté et qui réussissent, disent-ils, mieux ailleurs. Ils sont davantage dans l'anonymat. Mais il faut justement que celui qui vient ici s'approprie notre réalité. Le pays est petit, l'espace est petit, les gens se connaissent. Nous nous sommes allés en classe ensemble, nous avons des rapports de connivence, disons, qui existent. En Guadeloupe, vous savez, comme dans beaucoup de sociétés telles que les nôtres, nous connaissons très peu le contrat. Nous sommes toujours dans le conflit ou alors dans la connivence. La question du contrat, mais c'est le propre de la société qui n'est pas encore, disons, rationalisée. Nous venons d'une société rurale. Venons d'une société rurale. Et cette culture de la ruralité imprègne toujours les relations. Nous changeons de comportement, pas par injonction, mais parce que la société change. J'ai souvent pris l'exemple des gens qui font la queue. Bon, vous faites la queue. Maintenant, ça paraît quelque chose de tout à fait normal. On fait la queue. Okay? Moi, quand j'étais gamin, on ne faisait pas la queue. Quand on allait chercher de l'eau à la fontaine, on se battait à coups de seau. Quand on allait au bord de la mer acheter du poisson, eh bien, il fallait se bagarrer. Il fallait se bagarrer. On ne connaissait pas la queue. Ma première expérience en France également, quand je suis allé en France, j'allais dans un guichet de la Poste. C'est un exemple que je cite souvent. Je rentre à la Poste et je vais au guichet directement. J'ai un brouhaha derrière moi. Je me retourne et je vois une queue. Et je constate qu'on fait la queue. Est-ce qu'il y a eu injonction ici pour dire aux gens de faire la queue? Non. La société est autrement organisée. Donc les gens adaptent des comportements à des changements d'organisation sociale et de société. Ce n'est pas par injonction. Et comme disait Michel Crozier, on ne change pas la société par un décret. Ce n'est pas parce qu'on a décrété que ça doit se faire comme ça que qu'ipso facto que les comportements des individus changent. Il faut accompagner. Très bien. Comment transformer tout cela pour une société guadeloupéenne qui a tout à y gagner? Il faut, comme je dis, il faut que les intellectuels, les chercheurs, les sciences sociales et humaines se mettent vraiment à travailler dessus. Je pense que les formations managériales, disons, doivent accorder davantage de place, disons, aux sciences sociales d'une part, mais également aux sciences sociales, disons, je pense qu'on dit expérimentales aussi, et puis adaptées. Je crois qu'il faut intégrer tout ça. Et puis la formation des managers en situation déjà se pose. Ouais. Moi, j'interviens beaucoup en formation de managers, et effectivement, il y a beaucoup de conflits, dans les organisations, privées ou publiques. Les managers sont souvent pris dans des dilemmes de conflit de loyauté par rapport à une direction, un conseil d'administration. Toutes ces questions-là doivent être posées, doivent être traitées. Nous sommes pourtant, Harry Broussillon, un peuple de travailleurs, de bosseurs. Nos aînés nous ont élevés avec cette valeur travail. On a baigné dedans. Que s'est-il donc passé? Et nous ne sommes pas devenus fainéants. Nous ne sommes pas devenus fainéants. Et c'est là encore où je dis qu'il faut tenir compte de la réalité des choses. Michel Léris a écrit un ouvrage qui date des années 56, c'est l'ethnologue français, qui s'appelle Contact de civilisation en Martinique et Guadeloupe, où il dit que les peuples antillais sont des peuples, je vais vite pour dire, des peuples éruptifs, volcaniques, cycloniques. En fait, nous sommes comme nos climats. Césaire disait que le peuple martiniquais est un peuple péléen. Bon. Léris disait que l'antillais, c'est celui qui est capable de donner un coup de collier, pour réaliser une tâche, et après, donc, campo, quoi. Et après, il repart. Il faut tenir compte de ça dans la question managériale. Est-ce que nous sommes un peuple, disons qui, aujourd'hui, en tout cas, capable de mener un effort de longue durée? Alors, est-ce que nous sommes un peuple, disons, de challenge, de défi? Voilà, c'est ça, quoi. Donc, quand on parle de management d'équipe de travail, le manager doit tenir compte de ça. Quand on disait il y a quelque temps que le CHU, c'est-à-dire qu'on disait il y a 10 ans que le CHU vient et sera en 2023, dans 10 ans. Mais
le salarié qui est là sur le terrain, il ne voit pas le CHU dans 10 ans. Il n'a pas cette capacité de voir jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il faut que le manager, lui, ait cette capacité-là. Et il faut être capable de mobiliser sur tout le parcours, de mobiliser les gens en sachant que l'objectif est là. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut repenser les choses. Notre rapport au temps n'est pas le même rapport au temps qu'un Indien qui vit dans les Chiapas, ou alors qu'une civilisation, quelqu'un qui connaît une civilisation millénaire. Nous sommes une nation jeune, notre rapport au temps est ce qu'il est. Albert Flagey disait, oui, bon, nous sommes déportés, derrière nous c'est l'océan. Il n'y a pas de background culturel qui fait que notre rapport au temps il est singulier. Donc dans la question managériale, il faut tenir compte de notre rapport au temps. Et je crois que c'est ça, donc nous ne sommes pas moins travailleurs qu'avant. Et d'ailleurs, je te le dis dans le livre sur les administrations, celui qui, dans l'administration, il travaille, paraît fainéant, eh bien, les qui étaient bureau, les cahiers jardin, eh bien, quand on travaille, qu'on bête. Hein? Donc, quand on est fainéant tout le temps. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on est fainéant tout le temps, partout. Tandis que là, il montre bien qu'il n'est pas fainéant, mais qu'il a un rapport particulier avec le travail et ce travail-là. Et c'est sur quoi nous devons nous pencher, analyser. Et Césaire disait que nos sociétés sont capables, oui, d'être performantes, aussi performantes que les sociétés occidentales, si qu'on essaie quand même de s'appuyer sur ce que nous sommes. Parfait. Le regard du sociologue que vous êtes, consultant également en relations sociales, sur cette Guadeloupe, la nôtre, secouée, meurtrie par le Covid? Oui. Alors moi j'ai fait très attention de ne pas m'impliquer, disons, dans le débat. Il y a tellement de choses qui sont dites et paradoxales. Bon, moi je regarde d'abord l'enjeu. L'enjeu, me semble-t-il, est un enjeu civilisationnel. Je crois que c'est une question de civilisation. Il y a une nouvelle civilisation qui vient, qu'on le veuille ou non, celle qui sera dominée par un capitalisme libéral à outrance, qui veut exercer un contrôle sur le monde. Pas de manière diabolique, ce n'est pas ça. Je ne suis pas dans ces trucs-là, je ne suis pas un complotiste. Mais le capitalisme a besoin de ça. C'est-à-dire que c'est pour ses intérêts économiques. Il y a un redéploiement du capitalisme qui va se faire au niveau mondial. La deuxième chose que je retiens là-dessus, c'est, pour faire le lien avec ce que disait Naomi Klein, c'est la stratégie de choc. Quand un capitalisme, notamment le capitalisme du désastre, dit-elle, peut faire passer ses positions, qui peuvent être anti-travailleurs et autres, on utilise cette stratégie de choc où des événements qui marquent la population permettent de prendre des décisions qui sont antipopulaires. Ça, c'est démontré, c'est prouvé. Tous les exemples, disons, le pauvre, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, on a fêté le 11 septembre, l'autre jour, tous les désastres, disons, sont suivis de décisions qui sont prises. La troisième chose, disons que ça m'évoque en tant que sociologue, c'est l'idée de la banalité du mal. La banalité du mal, dont parle Hannah Arendt, disons, c'est le fait qu'il y a, disons, des tragédies, disons, qui peuvent paraître banales, et même on peut se retrouver en tant que missionnaire, en tant que fonctionnaire, en tant qu'élite, disons, à défendre des positions qu'en toute liberté nous aurions jugées indéfendables. Mais c'est la soumission à l'autorité et en ne voyant pas le mal. Et puis après, je pense que quand la lucidité sera revenue, les gens feront le point sur eux-mêmes aussi. C'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est l'idée du totalitarisme. Oui, je ne parle pas de dictature et tout ça. Je parle de l'idée, la philosophie, disons, totalitaire, qui utilise des injonctions paradoxales, en fait, qui déstabilisent les gens et qui permet de les amener n'importe où. Alors, je parle de ça non pas seulement du point de vue de l'État, parce que le discours paradoxal, le discours manipulatoire peut venir de l'État, mais ça peut venir aussi de ceux, par exemple, qui sont anti-vax. Donc, c'est des deux côtés.
Et le totalitarisme ou l'idée totalitaire vaut pour les deux niveaux. Je pense que ça, c'est important. La cinquième chose que ça m'inspire, c'est le débat qu'il y a entre, disons, la démarche scientifique et l'empirisme aussi. Et l'empirisme. J'ai appris en sociologie que, je le redis, que les choses, disons, sont davantage en profondeur. Le discours des gens, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que si je vous interroge et que je vous dis, monsieur, pourquoi vous n'avez pas été vacciné et que vous êtes en réanimation, vous allez pouvoir me dire, mais c'est parce qu'on m'a dit des choses. Mais je ne vais pas vous croire forcément parce que vous me l'avez dit. Je ne vais pas vous croire parce que je sais que j'interviens à un niveau de l'émotion, d'abord. Et la deuxième chose, c'est que je sais que de toute façon, il faut trouver une réponse. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui est responsable. Davantage d'ailleurs, surtout nous autres, nous avons cette capacité-là de chercher la responsabilité ailleurs. Je pense aussi, parlant de la démarche scientifique, qu'une corrélation n'est pas une relation de cause à effet. Ce n'est pas parce que deux éléments, disons, évoluent en même temps qu'il y a forcément une relation de causalité entre les deux. Donc je ferai très attention à ça. Et puis la troisième chose, j'essaierai de me débarrasser de toutes les prénotions. Et comme disait Durkheim, d'essayer de traiter les faits sociaux comme des choses, de prendre de la distance par rapport aux choses. Je crois que la démarche scientifique, c'est ça. Et s'agissant de l'empirisme, la démarche scientifique, je sais aussi que, disons, pour revenir à quelque chose de précis, on sait que tel médicament, par exemple, dit-on, n'est pas fait pour telle pathologie. Et donc, ça ne règle pas un problème du point de vue scientifique, puisque le médicament a été étudié. Mais si à l'usage, à l'expérience, on constate que ce médicament-là règle des problèmes, je ne sais pas encore quel est le principe actif qui fait que ça règle le problème, mais je constate et je vois. Et la science évolue comme ça. La science évolue par, comme je l'ai appris dans mes chaudes années marxistes, par la production, la lutte de classe, l'expérimentation scientifique, le terrain, ce qui se passe sur le terrain. C'est ainsi que la science évolue. Donc ça m'inspire également ce débat-là. Et j'essaie de refuser de faire de la sociologie spontanée que les journalistes font souvent, M. Fandéré, c'est-à-dire qu'ils constatent, non, ce n'est pas pour les critiquer, mais la sociologie spontanée, c'est celui qui observe une situation et qui décrit justement... Ça implique du recul et de la rigueur. Ça implique du recul. Il ne peut pas, disons, interpréter une relation de corrélation comme une relation de causalité. Ça, c'est la sociologie spontanée que Bourdieu notamment a condamnée radicalement parce qu'elle est dangereuse. Ça va poser un autre problème, tout ce débat-là sur de la confiance. Ouais. La confiance et la défiance, disons, chez nous, par rapport aux autorités, par rapport aux élus, par rapport également aux partenaires sociaux, ça pose un vrai problème dans une société fragilisée. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte, me semble-t-il, que dans notre petite société, l'importance des fragilités qu'il y a, comment le même problème posé ailleurs, en France par exemple, n'a pas le même retentissement qu'ici. Ici, nous sommes fragiles de nos pathologies, mais nous sommes fragiles aussi parce que nous nous connaissons, nous sommes fragiles de nos divisions, nous sommes fragiles de plein de choses. Et je crois qu'on ne peut pas poser et traiter un problème pareillement ici qu'ailleurs. Je crois que là aussi, il faut faire la différence. Et puis je termine sur deux choses. Le problème également de la liberté. La liberté, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la citoyenneté? Est-ce que la citoyenneté peut être activée par les peurs? Est-ce que parce qu'on a peur ou parce qu'on fait peur, on pousse à la citoyenneté ou alors on pousse à la démission? Je crois qu'il faut s'interroger là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire vacciner maintenant parce qu'ils ont peur. Seront-ils de meilleurs citoyens? Et puis la question de la tutelle. Je crois que le gros problème qui se pose, la question du pouvoir local. Parce que là, c'est une question que ça saute aux yeux et il faudra bien poser ce problème-là. Justement, c'est une belle transition pour ma dernière question. Que reste-t-il de l'engagement politique d'Harry Broussillon? L'engagement politique, bon, il est là. Bon, je serai militant toute ma vie. Après, bon, il s'agit de voir, disons, quels sont les champs, les domaines, les espaces
disons, où je peux exprimer au mieux mon militantisme et mon engagement pour le pays, mon engagement patriotique. Je crois que c'est important. Il y a quelques mois, bon, j'étais en campagne électorale avec la liste Nous, donc j'ai pensé que ce qu'il était utile que j'y sois. Donc j'ai porté ma modeste contribution. Mais ceci dit, bon, je suis le patriote. Et le problème, c'est que partout où je suis engagé. C'est pourquoi les documents que j'écris sont des documents, disons, basés sur des recherches, sur des analyses, disons, qui essaient de ne pas souffrir de biais, disons, quelconque méthodologique, okay? Mais il reste quand même, disons, des livres engagés. Je suis un sociologue engagé, je suis pour le savoir engagé. Je ne suis pas pour la neutralité axiologique weberienne qui voudrait que l'intellectuel ne donne pas sa position. Je donne ma position. Et je pense que c'est la posture intellectuelle que j'ai choisie. Parfait. Merci Henri Broussillon d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec franc-parler. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de votre rendez-vous quotidien sur Éclair TV. Merci encore d'être fidèle à notre rendez-vous.